donc là, pour parler d'Edmond Charleroux, eh bien, c'est très simple. Olivier Nora, donc les éditions Grasset-Fasquelle, l'idée, c'est tout bêtement de demander à Olivier Nora qu'est-ce qu'il peut nous dire de ces livres, puisqu'avant Désir d'Orient, il y a eu, on l'a dit, Oubliez Palerme. Bon. Et Oubliez Palerme, Désir d'Orient, je crois, hein, il le dira, il confirmera ou il infirmera, absolument tous les livres d'Edmond Charleroux ont été publiés par Grasset. C'est bien ça, voilà. Alors, donc, Olivier Nora est bien placé. Quels événements ont constitué ces livres d'Edmond dans le monde littéraire en France, et peut-être pas qu'en France, et le monde de l'édition? Olivier Nora. Bonsoir à tous. Bon, quelques mots simplement pour vous dire que j'aurais pu vous raconter un peu ce qu'a représenté pour moi en 2000, la rencontre un beau jour de 2000 avec une jeune héroïne de 80 ans qui était donc de 40 ans mon aînée, face à laquelle j'étais très intimidé quand j'ai pris les rênes de la maison Grasset, et qui a su instantanément, et c'est le propre de ce type de caractère et de ce type de personnalité tout à fait exceptionnelle, c'est que ce sont des gens qui font exploser les étiquettes, les codes sociaux, les frontières. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont capables, par-delà les étiquettes, les classes, les castes, les âges, les générations, d'être ou de vous mettre, quand en tout cas le courant passe, de plein pied avec eux. Donc, ça a été dit tout à l'heure, distance et proximité. Mon sentiment, c'est qu'Edmond avait cette capacité sidérante de planter ses tentes en plein vent, si j'ose dire. Voilà. Elle était aussi une Isabelle Ebrard de la ville. Alors, cela étant, c'est pas l'objet ce soir. Je ne suis pas là pour vous parler de mes relations avec elle pendant les 15 dernières années de sa vie. Elles ont été, de mon point de vue, très intenses, mais je ne veux pas usurper une proximité qui n'est pas la mienne. Je veux dire, je représente ici une maison qui est la maison Grasset, dont Edmond a été un pilier et une fidèle, et je me fais au fond le lointain ambassadeur à la fois de Bernard Privat, qui a été un ami très proche d'Edmond, et de Jean-Claude Fasquelle, qui a succédé à Bernard Privat, et qui par mille liens, Marseille, notamment les familles, la famille d'Armateur, Fabre pour Jean-Claude, par mille liens, donc était aussi très proche de Jean-Claude Fasquelle. Alors, Palerme, n'oubliez pas, du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux venir vous dire, parce qu'il y a 40 ans d'histoire de proximité avec la maison, et la maison entière est orpheline de la disparition d'Edmond, qui était réellement faisait partie de la famille. Et pour reprendre ce que Françoise disait tout à l'heure, il pouvait y avoir cette proximité-là qui était sans aucun rapport, en effet, avec son rôle fonctionnel parmi les membres du Goncourt, puis à la tête du Goncourt, chacun a pu le constater. Là-dessus, il ne fallait pas la chatouiller du tout. Donc, je suis repassé à travers un peu les lettres, les correspondances, et ça m'a amusé de vous amener un peu le son de sa voix écrite, si j'ose dire. Alors, revenons à 66, hein, l'année où est publié le roman d'Edmond dans la maison, Oubliez Palerme. Et je vous lis la lettre de Privat, datée du 17 juin 66. Cher Edmond Charleroux, j'ai appelé François hier. François, c'est nourricier, évidemment. Nous avons fait ensemble notre plan de double lecture de votre roman, pour aller le plus vite possible. Comme j'ai été pris ces 4 jours prochains, il va commencer à le lire et me l'enverra par fragments à mesure. Avant de mettre le paquet à la poste, je n'ai pu résister à le humer. Impossible, bien sûr, de vous en parler, mais j'ai eu une impression très bonne, excitante. Voilà, de tout cœur, Bernard Privat. L'aventure commence comme ça. La suite, vous la connaissez, c'est le triomphe du livre, c'est le prix Goncourt. Je rappelle que c'est la 5e fois qu'une femme avait le prix Goncourt en 63 ans, depuis la création du prix Goncourt. Hein. C'est-à-dire, il y avait eu Elsa Triolet en 44, Béatrice Beck en 52, Simone de Beauvoir en 54, Anna Langfuss en 62 et enfin Edmond en 66. Rien que ça, c'est un événement. C'était un premier roman, quand même, voilà, premier roman, une femme jeune et la 5e femme qui décroche le Goncourt.
C'est évidemment un tournant dans la vie de la maison d'édition. 66, c'est par ailleurs une année tout à fait exceptionnelle pour la maison Grasset. C'est l'année du rebond, parce que c'est l'année où Grasset a à la fois le prix Interallié qui est remis à Kléber Edens, le prix Médicis à Marie-Claire Blais, le grand prix du roman de l'Académie française à Nourricier pour une histoire française, la même année. Bon, presque le grand chelem. Tout ça, évidemment, ne se reproduira jamais. Alors, c'est un tournant, évidemment, pour Edmond dans sa vie privée. C'est la rencontre avec Gaston. Et là aussi, ça m'a amusé, parce que ce dont on a vu le revers tout à l'heure, quand Marie Dabadi nous a rencontré le coup de foudre, j'en ai retrouvé une trace assez formelle et administrative. Et c'est amusant de voir l'avant-scène de première vue, si j'ose dire. Bon, c'est le 9 décembre 1966, et c'est une lettre du service de presse de Grasset à M. Calvelli, directeur de cabinet du maire, hôtel de ville, Marseille. Monsieur, j'ai le plaisir de vous confirmer la venue à Marseille de mademoiselle Charleroux sur l'invitation de M. Gaston Defferre. Je vous serais reconnaissante de me faire savoir l'heure précise de la réception prévue à l'hôtel de ville en fin de matinée le samedi 17 décembre. Mademoiselle Charleroux sera accompagnée de son éditeur, M. Privat, président directeur général des éditions Bernard Grasset, et de Mme Privat. Puis-je vous demander d'en informer M. Defferre qui a l'intention de recevoir Mademoiselle Charleroux à déjeuner en privé après la réception. Voilà. La suite est connue. Alors, après, je saute au deuxième roman qui, m'avait-elle dit, était un roman qui lui tenait particulièrement à cœur et qui était donc Elle, Adrienne, publié en 1971. Alors, évidemment, on a bien vu que toutes les héroïnes dont elle a parlé, Coco, Adrienne, Isabelle Ebrard, étaient des femmes toutes insoumises, rebelles, irrégulières, indociles, résistantes, libres, audacieuses, enfin on peut trouver tous les qualificatifs, donc des manières au fond d'autoportrait. Mais la contrepartie de toutes ces qualités, c'est aussi parfois des caractères impérieux, volontaires, autoritaires, et Edmond savait être cela aussi. Donc je voulais vous lire très brièvement 2 extraits de lettres d'Edmond qui vous donneront un aperçu à la fois d'Edmond stratège, si j'ose dire, et puis d'une Edmond un peu plus impérieuse. Alors, l'une est datée du 24 janvier. Ça m'amuse beaucoup. On est en fait sur Elle, Adrienne. Cher Bernard, c'est toujours Privat. Un petit mot gribouillé en chemin. Je vais rester en Normandie jusqu'au 4 février. Voici pour la situation. 1. Les critiques de François, c'est Nourricier, portaient donc sur une accélération et des corrections de forme dans les 60 premières pages. Il trouvait, avec raison, le début un peu laborieux, laissant le lecteur sur l'impression qu'on entrait trop lentement dans le roman. Il avait du reste minutieusement annoté ces pages. Tout est fait, les corrections apportées. Vous pourrez donc, dès le lundi 8, lire tout le roman, à l'exception peut-être du dernier chapitre, etc., etc. Là, ce qui m'intéresse, c'est que ça recoupe ce que j'ai vécu par expérience avec Edmond. On la connaît volontaire, on la connaît décisionnaire, on la connaît femme forte. Comme écrivain, elle est comme beaucoup d'écrivains, et comme souvent les grands écrivains, incertaine. Elle doute, elle demande un vrai dialogue, une vraie critique, une vraie lecture, et elle est preneuse et demandeuse de ces critiques. Ce que François a fait, elle en tiendra compte, et c'est assez amusant, vous allez voir. Alors, je passe sur des détails. Petit 2, le roman vous sera remis en double exemplaire, l'exemplaire numéro 2 étant destiné au correcteur, etc., etc., etc. 3, ça va amuser les amis d'Aragon. Je récupérerai votre exemplaire aussitôt pour le communiquer à Louis Aragon. Une fois un exemplaire entre les mains d'Aragon, il sera impossible de le bousculer. Impossible aussi d'empêcher qu'il en égare des feuillets ou qu'il perde le tout. Je saute quelques passages. À dire vrai, j'ai comme une impression que la lecture par vous va dans une certaine mesure être la première.
car il ne fait pas de doute qu'une fois passées les 60 premières pages, la lecture de François a été très, très hâtive. Ceci est bien sûr entre nous. À partir de la page 60, plus aucune annotation, plus une correction, plus une suggestion de coupure. C'est vous dire combien je compte sur vos critiques à vous. Peut-être trouverez-vous des longueurs. Nous verrons tout cela ensemble dès que vous serez au bout. J'attendrai à Paris votre verdict, etc., etc. Bon. Et puis, l'impérieuse. Elle est à Panarea, on est en 71, c'est l'été. Écris-moi un petit mot, Bernard, quand même. Vas-tu me laisser choir complètement ? Je ne sais plus rien de mon Adrienne. Il en manquait partout à Cannes, où une grève sur le paquebot Michelangelo m'a immobilisé. Mais ailleurs, veilles-tu sur elle, au moins ? Elle est notre gagne-pain à toi et à moi, ne l'oublie pas. Maintenant, une autre question. Crois-tu qu'il y a guerre entre moi et le Figaro ? Et quand Terce va-t-il, point de suspension, c'est tout de même bizarre ce silence, et vexant. Tantôt ces gens-là me classent dans le demi-gras, as-tu noté cette classification indigne ? Tantôt rien. Sans doute me font-ils payer Aragon. Quel pauvre mec. Voilà. Et puis un autre passage qui m'amuse aussi, parce que là aussi c'est un auteur. Et ceci encore. Où en suis-je sur la liste de l'Express ? En tête ou en queue ? Bon. Et puis pour finir, parce que là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire, je voudrais revenir une minute sur ce qui a été dit de son rire. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il en a été au long de sa vie quand je n'ai pas eu le plaisir et le bonheur de la connaître, mais en tout cas, pendant ces 15 dernières années-là, les souvenirs les plus fréquents que j'en ai, ce sont des souvenirs de partage de rire. Voilà, Edmond était quelqu'un qui riait vraiment, et d'un rire qui était probablement celui de ceux qui ont très tôt défié la mort, qui savent qu'ils sont en sursis, et qui aussi était un rire qui décapait toutes les hypocrisies, voilà, qui était un rire d'une femme profondément libre, qui s'était affranchie du déterminisme de la souche et avait, comme ses héroïnes, choisi son destin. Merci. Alors, bon, Bernard Vasseur, directeur de la maison Elsa Triolet-Aragon, qui a été donc très longtemps présidée par Edmond de Charleroux, et je crois qu'il y a eu un changement de présidence, là, mais tu le diras. Bon, et, je crois que Jean-Paul Escande est vice-président. Bon, vous êtes bien représenté. Voilà, alors, la maison, elle s'appelle Elsa Triolet-Aragon, hein, d'accord, les deux. Voilà, alors, est-ce que tu peux nous parler de ces trois personnes-là, bon, Edmond de Charleroux, Elsa Triolet-Aragon, dans l'ordre ou dans le désordre, comme tu veux? Bonsoir, je vais essayer. On vient de parler des livres d'Edmond, et puis on l'a vu parler de son Isabelle du désert, Isabelle Eberhardt. Et je me rappelle ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque de la parution du livre Isabelle du désert, les 2 tomes en un gros livre, c'est que ce roman-vie était suivi par 200 pages de notes qu'Edmond avait appelées « mes secrets de fabrication ». Et cela m'a évoqué quelques lignes du portrait que trace d'Edmond son ami François Nourricier dans son livre « À défaut de génie ». Je vous lis ces quelques lignes. Parmi les qualités que j'aime chez Edmond, je placerai en tête le sérieux. Elle est passionnée de dossiers, documentation, enquête, recoupement. Elle n'hésite pas à entreprendre un voyage pour aller flairer les lieux, comprendre un décor. Elle est observatrice scrupuleuse. Il y a en elle du Maigret. Et je voudrais
illustrer cette remarque de François Nourricier par le souvenir que voici. Un jour, il n'y a pas si longtemps, 3 ans peut-être, Edmond m'appelle et me dit « Tu sais que Lénine a habité à Paris. Pourrais-tu m'arranger une visite de son appartement ?» Alors, j'étais assez stupéfait, il faut bien l'avouer. Edmond et Lénine, Edmond chez Lénine. Mais enfin, il se trouve que l'affaire était assez facile à régler pour moi parce que l'appartement de la rue Marie-Rose à Paris est aujourd'hui occupé par la revue littéraire Europe et que j'en connais très bien le directeur qui n'est autre que le poète Jean-Baptiste Parra. J'ai donc appelé, rendez-vous fut pris. Aujourd'hui, Edmond m'invita à déjeuner chez Drouin et nous voilà partis en voiture vers le 14e arrondissement. Arrivé devant l'immeuble, Edmond repéra tout de suite que sur la façade, une plaque avait été apposée puis retirée. Il y avait encore la trace vide sur le mur. Et j'entends encore Edmond me confier « C'est un signe des temps ». Avant de s'engager dans l'escalier, n'y tenant plus et ne pouvant réfréner plus longtemps ma curiosité, je lui ai demandé « Mais Edmond, peux-tu me dire ce que nous faisons ici et ce qui t'intéresse tant dans cet appartement de Lénine ?» Elle resta dans le vague, me lâchant seulement « Bon, c'est un bouquin que j'ai projet d'écrire. » Nous voici à la porte, Jean-Baptiste nous accueille avec chaleur. Il n'y avait évidemment plus rien de la présence de Lénine de 1909 à 1912 dans ce petit appartement de 48 mètres carrés. Il n'y avait plus que des rayonnages avec des farcis de collections de la revue Europe, le bureau, l'ordinateur et les documents du directeur. Pourtant, tranquillement, avec patience et attention, Edmond visita les pièces, l'une après l'autre, inspecta leurs dispositions, et je la vois encore me dire dans la cuisine, me montrant une place sous l'évier, « C'est ici qu'il a dû dormir. » Et alors une demi-heure passa, et de retour dans la rue, Edmond me confia qu'elle avait pour projet d'écrire un roman, histoire, consacré au fils adoptif de Maxime Gorky, Zinovy Peshkov, et que ce dernier avait été l'invité de Lénine à Paris, et qu'elle voulait tout simplement se rendre compte sur place des lieux de ce séjour. Et je retrouve ici ce côté maigret qu'évoquait tout à l'heure François Nourricier. J'ai compris que j'avais été le témoin aux côtés d'Edmond de l'un de ces secrets de fabrication dont elle avait parlé si bien à propos de son Isabelle Eberhardt. Mais je dois vous dire que quand je pense encore à cette aventure de la rue Marie-Rose, sur les traces de Lénine, en compagnie d'Edmond, je ressens comme un frisson de clandestinité, comme si nous venions de faire une visite qui devait rester secrète et que je peux bien vous révéler ce soir en pensant à Edmond. Mais voilà que je me dois de dire à présent avec plus de gravité et de sérieux la chose suivante, parce que c'est un engagement que j'ai pris auprès d'Edmond. Il y a quelques mois, en effet, de sa voix douce, nous étions seuls et tous les deux, elle m'avoua, comme dans une confidence tranquille, ce qu'elle souhaitait après sa mort. Un hommage très simple, comme celui de ce soir. Et surtout, elle tenait à ce qu'on y parlât d'Elsa Triolet. Je me souviens très bien lui avoir répondu, mais Edmond, puisque tu évoques ce sujet, celle à qui on va rendre hommage, c'est à toi. Et bien sûr, on parlera de ton amitié pour Aragon et Elsa Triolet.
elle m'a pris le bras et m'a dit, mon amitié pour eux, bien sûr, mais il faut parler d'Elsa. Aragon, lui, il n'a pas besoin de nous. Mais Elsa, oui, j'y tiens. Généreuse Edmonde. Je me suis longtemps interrogé, me demandant si je devais évoquer cette confidence impérieuse et tenir cette promesse que je lui avais faite. Et finalement, j'ai pensé que le mieux, pour évoquer Elsa, était de donner la parole à Edmonde elle-même, car il y a en effet quelques années, c'était en 2005, elle a prononcé à Saint-Arnoux, en Yvelines, dans la maison des deux écrivains, une conférence qu'elle avait intitulée « Mon amie Elsa ». Le texte, Régis Debray y était, et il a ensuite publié ce texte dans la revue Médium, et j'en extrais ces quelques lignes, si vous me le permettez. Quelques lignes où elle évoque sa rencontre avec Aragon et Elsa Triolet, et vous allez voir. Notre rencontre date de novembre 1956. Elle eut lieu au lendemain de l'entrée des troupes soviétiques en Hongrie et ici même au moulin de Saint-Arnoux en fin de journée et à l'initiative de Maurice Druon. Nous étions, lui et moi, ce jour-là, attablés dans une brasserie de Saint-Germain-des-Prés en train de lire la presse. Elle n'était pas tendre, la presse, comme vous pouvez l'imaginer. L'URSS était dénoncée en termes ravageurs et le Parti communiste français recevait au passage, directement ou indirectement, son lot d'injures. Les Aragon doivent se sentir bien seuls, loin de leurs amis. Ils sont à Saint-Arnoux, me dit Drouon. Pourquoi ne pas y aller, fut ma réponse. Je n'étais pas attendu. Les Aragon ne me connaissaient pas, mais nous avons pris la route, décidé de frapper à leur porte, leur faire la surprise, leur dire qu'ils n'étaient coupables de rien, leur rendre courage. Nous nous quittâmes à minuit passé, notre amitié était née. Il est singulier que ce soit en ces jours noirs, où l'image de l'URSS volait en éclats, où jamais les oppositions ne furent plus apparentes, où chaque conversation devenait un piège, que ce soit précisément en novembre 1956 que nous nous sommes liés, elle, écrivain engagé, et moi qui ne l'étais pas. Et quelques lignes plus loin, Edmond poursuit à propos de son amie Elsa. En prise directe avec la vie, sans système, ni tricherie, ni convention, je l'ai admirée. Je l'ai vénérée pour ce que cet élan avait su préserver de spontanéité, de jeunesse et d'espoir, et pour ce goût violent qu'elle avait de la justice. J'entendrai toujours la voix d'Elsa me disant « Être étranger, ce n'est pas une affaire de passeport. C'est se sentir malvenu. Je garderai en mémoire ce qu'elle écrivit dans l'Humanité quand parut Oubliez Palerme. Le mal du pays, ça me connaît. C'était comme une approbation. Le mal du pays, comment oublier Palerme, en effet, quand on y est né, comme les personnages de son roman, exilé à New York et comptant pourtant bien y réussir brillamment. Comment oublier la Russie des siens et de sa sœur Lily, loin de la musique de la langue russe comme Elsa Triolet. Peut-être cet exil, cet étranger, la difficulté d'oublier pour devenir écrivain dans une autre langue que celle de ses pairs, peut-être est-ce cela qui rapprochèrent le plus Elsa Triolet et Edmonde. L'une les avait si bien décrits et l'autre les avait si douloureusement vécus. Peut-être est-ce que ce qui explique cette confidence
que me fit Edmond, parler d'Elsa. Parler d'Elsa, eh bien nous l'avons fait et j'ai tenu la promesse que tu m'avais demandé de te faire, ma chère Edmond. Alors bien sûr, je ne voudrais pas conclure ces quelques mots sans évoquer le rôle d'Edmond, qui fut ma présidente au sein de la Fondation Elsa Triolet. Elle la présida, on l'a dit tout à l'heure, Marie Dabadi, elle la présida dès sa création en 1985 et jusqu'à son dernier souffle, c'est-à-dire pendant plus de 30 ans. Et pour ce qui me concerne, élu directeur à la fin de l'année 2000, je l'ai pendant 15 ans prise en voiture au bas de chez elle, 2 ou 3 fois par an, pour, comme elle disait dans un sourire, aller au moulin. Allons au moulin. Mais elle aimait le lieu, elle s'intéressait à ce que nous y faisions, elle s'y impliqua et y participa personnellement. Certains d'entre vous ici s'en souviennent sûrement au cours des repas champêtres que nous avons organisés là-bas avec les Amis de l'Humanité. Elle savait aussi interpeller et frapper aux portes des autorités quand c'était nécessaire, et ce le fut souvent. Je la vois encore faisant une visite guidée du moulin pour une équipe de télévision et égrenant les souvenirs des moments de joie qu'elle y avait connus. Évoquant ce temps-là, elle avait même repris le mot que lui avait suggéré le journaliste en évoquant la vivacité des discussions et des échanges qui avaient dû avoir lieu à ce moment-là. Et elle avait répondu « Oui, ça pétaradait », un mot qui lui était inhabituel. Alors, avant que je sois nommé directeur, elle m'avait reçu chez elle, rue des Saints-Pères. Bon, elle voulait me connaître, se faire une idée, qui c'est, etc. Et je me souviens qu'elle m'offrit du thé, et en me servant, elle me montra la théière, qui m'avait paru très ordinaire. Elle m'a dit, c'est Elsa qui me l'a offerte. Déjà, Elsa. Et la dernière fois qu'elle vint au moulin, ce fut le 13 septembre 2014. Ce jour-là, elle y accueillit le président de la République, François Hollande. C'est elle qui l'avait invité et convaincu d'être le premier président de la République à venir à Saint-Arnoux-en-Yvelines s'incliner devant la tombe des 2 écrivains et passer un moment avec l'équipe du moulin. Le protocole élyséen avait prévu une visite de 3 quarts d'heure. Le président nous consacra 2h15, Edmond n'étant pas la moins déterminée ni la moins convaincante pour lui exposer nos initiatives et nos difficultés. Aujourd'hui, le moulin va continuer sa route avec son tout nouveau et tout récent président, Éric Orsena. Éric Orsena m'a demandé d'excuser son absence ce soir, il est en voyage loin de Paris, et m'a demandé de vous dire toute la profonde admiration qu'il éprouvait pour Edmond de Charleroux. Permettez-moi de joindre à ces mots les miens pour dire ce soir l'affection si forte que j'avais pour elle. Je dirais bien sûr que je suis triste qu'elle ne soit plus parmi nous, mais je dirais surtout que je suis heureux d'avoir eu la chance de la connaître et de l'avoir aimée. Merci. Voilà, Jean Rista, bon, jeune poète, puis après il est moins jeune, mais il est toujours poète, heureusement. Bon. Et donc, sa vie, son œuvre et tout s'inscrivent, je crois, un petit peu dans ce qu'on a appelé cette proximité depuis le début d'Aragon, d'Elsa Triolet. Alors, tout bêtement, je ne vais pas te poser de questions, mais je pense que ce serait bien que tu dises un petit peu comment, quel regard tu as porté, quelle a été cette relation, en fait, avec les 2 écrivains. Jean Rista. Merci. Oui, c'est un peu... Bonsoir. C'est un peu difficile pour moi de parler ce soir, d'autant que j'ai eu l'honneur de
pouvoir parler à la cathédrale de Marseille au moment des obsèques d'Edmond. Et donc, je n'ai pas voulu ici me répéter. J'avais choisi déjà à Marseille de parler par fragments, par images. J'ai évoqué des moments un peu dans le désordre, parce qu'il me semble qu'il est difficile de prétendre donner une unité à une vie, lui donner un sens sans trahir, sans gommer ses divers aspects, parfois contradictoires. Alors, quelques images, tout simplement. Sur sa fréquentation d'Aragon, sur ses rapports avec Aragon, il faut sans doute distinguer deux périodes. Il y a la période qui se situe avant la mort d'Elsa, et puis il y a après, c'est-à-dire après 1970. Sur la période avant la mort d'Elsa, je me suis déjà exprimé, nos amis viennent de le faire à l'instant. Après 1970, il me semble que c'est une période politique qui s'ouvre dans les rapports qu'elle a avec Aragon. C'est le moment de l'élaboration du programme commun. Et dans cette élaboration, cette construction du programme commun, ils vont jouer tous les deux un rôle important, ne serait-ce qu'à Marseille. On leur doit l'organisation de diverses manifestations culturelles. Par exemple, dans le cadre des ballets de Marseille, qui vont être créés dans cette période, il y aura le premier ballet de Roland Petit, qui est un ballet Maïakovski, dont on me demande de décrire le livret, puis un second ballet qui devait être plus étendu, plus complexe, avec la musique des Pink Floyd, qui n'a pas pu se réaliser. Seule une scène de ce ballet a été conservée. Le ballet était tiré de l'œuvre du poète William Blake, et seul un des poèmes de Blake a été retenu, La Rose Malade, dansé par Maya Plisetskaya. Ensuite, il y a eu à Marseille, toujours dans cette période, il y a eu l'exposition Charles-Louis Lassalle à la Vieille Charité. Et je me souviens que pendant toutes ces années, il y a eu des rencontres entre Edmond, Aragon, entre Edmond, Gaston et Aragon, par exemple, à Toulon, au Cap-Brun. Un autre dîner, un peu plus tard, non loin de la montagne Sainte-Victoire, en compagnie de Roland Petit et de Zizi Jeanmaire. Les choses ne se sont pas construites simplement. J'ai aussi comme autre image les rapports difficiles entre les camarades de Marseille et Aragon. Ces camarades à ce moment-là de la CGT ne supportaient pas très bien de voir Aragon engagé de la sorte avec Gaston Defferre et Edmond. Ça, c'est une période extrêmement riche qui voit, par exemple, pour la petite histoire, nous allions régulièrement, Aragon et moi, rendre visite à Edmond, rue des Saints-Pères, dans son hôtel particulier. Et je me souviens du petit escalier que nous grimpions ensemble. Et chaque soir, lorsque nous étions là, à peu près vers minuit, Edmond disait « Le téléphone vient de sonner, je ne sais pas qui c'est. » Et puis elle revenait en nous disant « C'est Gaston. » Alors il était évident que chaque soir, il l'appelait à la même heure. La presse de l'époque, et notamment une
une presse à scandale et la presse d'extrême droite, invente toute une mythologie et se permet d'imaginer Aragon en amoureux fou d'Edmond, grimpant les escaliers de son hôtel particulier rue des Saints-Pères. Petite parenthèse, autre image, les rapports on en a parlé tout à l'heure, les rapports de Gaston et d'Edmond, il est vrai qu'ils étaient assez extraordinaires et que l'amour qui régnait entre eux était évident, et en particulier, je me souviens qu'Edmond me disait que si un homme la regardait dans un restaurant, dans un bar, d'une manière un peu insistante, Gaston était prêt à se lever et à faire le coup de poing. Ce qui ne me paraît pas tout à fait étonnant. Ensuite, après la mort d'Aragon, d'autres difficultés politiques vont surgir, et pour les obsèques, en particulier d'Aragon, et ensuite pour la conservation de la rue de Varennes et sa transformation en musée. Edmond a joué un rôle important dans toutes ces batailles, luttant bec et ongle auprès des pouvoirs politiques pour, par exemple, conserver l'appartement de la rue de Varennes. Je me souviens qu'elle avait réussi à convaincre François Mitterrand de venir visiter cet appartement un après-midi, et je la vois arriver en compagnie de François Mitterrand dans la cour de la rue de Varennes. Elle voulait montrer à François Mitterrand le caractère étonnant de cet appartement et en quelque sorte qu'il y voit la nécessité de le conserver tel quel pour en faire un musée. Le président a visité l'appartement longuement, sans écoutant les explications qu'on lui donnait, sans trop parler, et je me souviens que à la fin de la visite, sachant que François Mitterrand était un bibliophile, je lui offre quelques petits opuscules politiques assez rares d'Aragon, et il me remercie et il me dit « Vous savez, j'ai tous les textes politiques d'Aragon chez moi. » Alors, j'ai compris que, à mon sens, pour lui était, à ce moment-là en tout cas, Aragon était d'abord et avant tout un homme politique, un communiste. Peu de temps après, quelques années plus tard, j'ai rencontré, je dis ça pour l'anecdote, j'ai rencontré François Mitterrand un peu par hasard dans une librairie, et le président Mitterrand me dit à ce moment-là, quel dommage, monsieur Rissa, que nous n'ayons pas pu garder la rue de Varennes. Et je lui dis, vous n'aviez qu'un mot à dire, monsieur le président. Il m'a dit, oui, mais c'est le Premier ministre qui n'a pas voulu. Ensuite, Edmond a combattu, et ça le mot n'est pas trop fort, de longues années après que l'État eut accepté le legs du moulin de Saint-Arnoux. Edmond a combattu pour obtenir une subvention d'État pour que les travaux soient engagés. Elle l'a fait véritablement de tout cœur et dans un engagement assez remarquable. Elle s'est dépensée sans compter, et puis finalement on peut voir qu'aujourd'hui, après tout, les choses ont été faites telles que nous les souhaitions, ont été restaurées, et que le moulin, je l'espère, va continuer encore longtemps à vivre. Mais je m'arrêterai simplement sur une dernière image. Je crois qu'il ne faut pas oublier l'écrivain, ou l'écrivaine, comme paraît-il, on doit dire, qu'elle fut. Son souci de son propre travail. Et l'image que j'ai, c'est
une conversation après un conseil d'administration au Moulin de Saint-Arnoux, une conversation d'abord à bâton rompu, et à un moment elle me parle de livres qu'elle essaie d'écrire. Je suppose que c'est le livre sur le... voilà. Et de ces difficultés à travailler, à élaborer ce livre. Et je crois que ça m'a d'autant plus surpris et ému qu'elle jamais elle ne m'avait parlé tout au long de ces années de son travail d'écrivain. Et ça m'a ému aussi parce que ça me faisait penser à la fin de la vie d'Aragon, lorsqu'Aragon entreprend l'écriture de ce qui devait être pour lui son dernier livre, quelque chose qui tournait autour de Romain Rolland, livre qu'il n'a jamais pu terminer. En fait, on parle beaucoup de l'activité politique officielle d'Edmond, mais on voit bien qu'il y a eu une activité qui fut, à mon sens, peut-être plus secrète chez elle et peut-être la plus importante, qui est l'activité de l'écriture. Voilà, merci Jean. Ernest Pignard-Ernest, qui est désormais, qui a succédé à Edmond Charlot à la tête des Amis de l'Humanité, à la présidence, comme on dit, voilà, les Amis de l'Humanité. D'ailleurs, au passage, je voulais quand même dire qu'il y a avec nous Jean-Emmanuel Ducoing, qui est le secrétaire national des Amis de l'Humain. Voilà. Bon. Alors, juste une anecdote, Ernest, peut-être, pour permettre de rebondir du côté de la fête de l'humain. Je sais que ça te tient à cœur. Je me souviens encore d'Edmond de Charleroux, qui était au téléphone, et je crois qu'elle était avec Bertrand Poirot-Delpech. Et elle disait, écoute, c'est incroyable, je suis là, et devant moi, tu sais ce que je vois? Sous un chapiteau de cirque, sur une scène, dans la foule, il y a Jacques Derrida. Bon, alors, Derrida était déjà là, c'est les années 1999-2000. C'était déjà un philosophe illustre, très, très remarqué, internationalisé, si je puis dire, voilà. Donc, alors, d'où cette question, parce que j'ai entendu parfois qu'on me disait Edmond de Charleroux, elle prenait même le risque d'aller dans la gadoue de la fête de l'humain. Bon, c'est pour plaisanter, naturellement. Bon, c'est vrai qu'il y a de la gadoue de temps en temps à la fête de l'humain. Enfin, il n'y a quand même pas que de la gadoue. Et je pense que Edmond de Charleroux, elle savait qu'elle pouvait en trouver, mais elle savait qu'elle allait trouver peut-être aussi Derrida, Jacques, et bien d'autres, et beaucoup d'autres. Bon, et ça, Ernest est un témoin de premier plan, pour dire un petit peu comment Edmond de Charleroux était dans cette fête de l'humain, qui est, entre nous soit dit, quand même, sans forfanterie, à nul autre pareil. Voilà. Donc, Edmond de Charleroux et la fête de l'humain. Enfin, Ernest, tu dis ce que tu veux d'ailleurs, excuse-moi. Ouais. Écoute, là, tu me surprends. Mais enfin, quand Edmond de Charleroux m'a suggéré à l'Association des Amis de l'Humanité aussi, que je lui succède, parce qu'évidemment, je ne la remplace pas, je l'ai tout de suite prévenu que j'étais, d'ailleurs vous allez vous en rendre compte, que je n'étais pas du tout capable de faire des interventions comme celles qu'elle faisait. Je veux dire que quelquefois, après une rencontre avec Patrick, elle nous rendait compte de la situation du journal, de ses perspectives et tout ça, ce que je ne suis pas capable de faire, quoi, vraiment. Donc voilà, Charles m'embarque sur cette histoire. Et c'est vrai que cette année-là, j'avais réalisé un livre avec Jacques Derrida, et donc on avait pu lui suggérer de venir à la fête. Mais c'est vrai qu'elle avait été impressionnée par le fait que Jacques Derrida vienne, parle dans le brouhaha, dans le bordel. Et cette année-là, il n'y avait peut-être pas de gadoue, mais il y a toujours pas mal de bruit. Mais moi, j'étais plutôt impressionné parce que c'était elle qui venait. Parce que moi, Edmond Charleroux m'a toujours beaucoup impressionné, en fait. Vraiment. C'est-à-dire qu'il a fallu ces années de complicité dans l'association des Amis de l'Humain pour que pour que cette espèce d'intimidation, on dit ça, cesse un peu. C'est-à-dire que cette espèce d'intelligence aiguë, de détermination qu'elle dégageait, d'élégance. Je ne veux pas parler des tailleurs, hein, parce que tout le monde a dit les tailleurs à la fête de l'humain. Non, cette espèce d'élégance d'être qu'elle avait, comme ça, m'a impressionné beaucoup.
Elle me faisait penser à certains dessins du graveur Bruno Schulz, vous voyez, de femmes superbes comme ça, de superbes, quoi, de quelque chose d'un peu souverain comme ça. Voilà. Donc ça m'a beaucoup impressionné. Il a fallu 16 années de complicité, de réunion, donc j'ai eu cette chance. Elle nous a raconté beaucoup de choses, je ne vais pas partir là-dessus. Ces soirées avec Jean Genet, c'était exceptionnel quand tu as raconté avec Jean Genet pour une réception officielle, c'était prodigieux. Je me rappelle, mais ça alors c'est un changement de mon appréhension de l'image. C'est une fois nous sommes allés écouter une lecture de ta pièce et je l'ai raccompagnée chez elle. Et c'est la première fois que j'avais vu qu'elle avait changé, qu'elle avait une fragilité. Elle me tenait le bras, elle avait très peur de tomber et tout ça, ça m'avait beaucoup ému, beaucoup marqué. Je me souviens de ça. Moi, j'avais une complicité, une grande admiration pour sa culture. Elle a eu la gentillesse et une grande attention quand j'ai exposé mon travail sur les grandes mystiques à Saint-Denis. On en a beaucoup parlé, mais c'était difficile en public de parler de ça. Voilà. On avait surtout une grande complicité à propos de l'Italie. Et là, c'était une grande admiration pour cette culture italienne, pour le peuple italien et tout ça. Et à ce moment-là, je travaillais à Naples. Et je disais, mais en même temps, ces gens que nous admirons, ils nous ont sorti Berlusconi. Et elle me dit, mais pour ma génération, c'était pire. Nous admirions les Italiens et ils nous ont envoyés, ils nous ont attaqués au moment où nous étions en difficulté avec Mussolini. Et elle m'avait dit que pendant des années, elle se demandait si elle pouvait retourner en Italie. Et je ne sais pas si elle vous a raconté, elle avait demandé son avis à Rossellini, qui lui avait dit, tu vas en Italie, mais dans le sud, qu'à partir de Naples. Et c'est pour ça qu'il y a Palerme et Naples. Et elle m'avait dit qu'elle en avait parlé avec Jean Cocteau, je crois que c'est le souvenir que j'ai. Jean Cocteau lui avait dit, de toute façon, à Rome, il y a le pape, mais Dieu est à Naples. Et si Dieu n'existe pas, il est à Naples. Oui, voilà, en effet. Et donc, j'ai eu la chance, comme l'a dit Bernard, au moment, le bonheur de cette complicité pendant des années. Et je lui disais toujours, tu sais, je ne peux pas, moi, jouer ce rôle de président. Voilà, je ne suis pas pour ça. Et je vais vous dire que j'ai toujours, pour revenir sur la fête, puisque Charles m'embarque sur la fête de l'UMA, c'est vrai que c'était des grands moments. Ça semblait toujours un peu insolite de l'avoir là. Je ne sais pas vous. Pour moi, ça me semblait un peu incongru de lui porter une assiette en carton et avec du saucisson, vous voyez, comme si... Parce que je l'apercevais, comment dire, comme si elle dégageait sa façon d'être, disait il y a des choses qui ne se font pas, quoi. Vous voyez, je veux dire qu'elle avait, moi je l'apercevais comme ça, comme si elle arrivait avec des principes, une grande rigueur et quelque chose de fier, de déterminé, de rigoureux, quoi. Il y a des choses qui ne se font pas. On dirait que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais elle avait ça, et ça a l'air contradictoire, mais je crois que c'est cette rigueur, des choses qui ne se font pas, qui lui permettait d'avoir cette liberté. Ça a l'air contradictoire, mais ce n'est pas vrai. C'est cette rigueur qui lui permettait cette grande liberté que nous admirons chez elle et qui font qu'on l'aime beaucoup, quoi. Voilà. Alors, pour finir, je dois vous dire que quand même, si nous avons organisé cet hommage, puisque hommage il y a, c'est quand même un petit peu dû au camarade qui est à l'extrême gauche là-bas, enfin la mienne. Hein, l'ami Régis Debray, parce que Régis Debray, à la cathédrale de Marseille, il a fait un discours que l'humanité a eu le bon goût de reproduire. Et il y a plusieurs aspects dans ce discours, il y en a plusieurs. Il y en a un, je trouve, qui était très intéressant, qui m'a beaucoup frappé, je ne suis pas le seul à un moment donné, qui est comment cette grande dame, parce qu'on peut employer
ces mots de grande dame. Je pense que c'était une grande dame. Il n'y a pas de raison de se priver, à un moment donné, de qualifier Edmond de Charleroux de grande dame. Elle l'a été par son milieu, par tout ce qu'on veut, par sa dignité, par tout, quoi. Hein, bon. Et puis, qui a rallié, disait Régis Debray, le nous plébéien, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre cette grande dame et le nous plébéien? Et au passage, dans ce parcours, quand même, il y a cette histoire liée aux guerres, parce que quand même, Edmond de Charleroux, en 40, bon, elle est, déjà, je crois, avec la Légion, hein, Bernard, bon, il y a cette histoire avec cet Italien qui est blessé dans un trou, bon, et qui crie en italien, il devait appeler sa mère, comme tous les soldats qui sont blessés ou en train de mourir, bon, et personne ne comprenait ce qu'il voulait. Bon, il y en a qu'une qui a compris ce qu'il voulait, comme il était italien, c'est Edmond, parce qu'évidemment, elle comprenait parfaitement l'italien. Donc à partir de là, il y a eu tout un destin lié à ça quand même, aux étrangers déjà dans la guerre. Et les étrangers, elle va les retrouver avec ce qu'on appelle la MOI, la main-d'œuvre étrangère, et c'était des gars à Marseille qui faisaient transporter des armes sans qu'elle le sache, à un moment donné, sur des terres de sa famille, et elle a appris longtemps, grâce à Jean Marcenat, qui était un poète, bon, que en fait c'était les gars de la Moye qui étaient, disons, ce réseau d'étrangers liés au Parti communiste clandestin. Voilà. Donc elle a travaillé pour la Moye sans le savoir, mais ça l'a beaucoup réjoui quand Marcenac le lui a dit après. Bon. Et puis, le troisième épisode, c'est Delattre de Tassigny, puisqu'elle part, elle va être secrétaire, elle a raconté des choses incroyables liées à Delattre de Tassigny. Voilà. Bon, je m'arrête, mais Régis, ça, je sais que ça t'a quand même beaucoup frappé, ça. Hein. Bon, ces histoires d'Edmond liées à la guerre. Alors, la grande dame, le nous plébéien et la résistance d'Edmond, plusieurs résistances d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ce soir? Tu m'as dit, je ne voudrais pas me répéter après ce que j'ai dit à Marseille, mais enfin, on n'est pas à Marseille, ici on est à Paris, et donc c'est intéressant que tu nous dises 2 ou 3 choses sur ce sujet lié à Edmond de Charleroux. Régis Debray. Oui, nous sommes à Paris et pas n'importe où, nous sommes à la Bellevilloise et nous sommes invités par l'association des Amis de l'Humanité. Alors l'humanité, je vais vous dire une formule que vous auriez tort de prendre pour passéiste ou pour funèbre. L'humanité est faite de plus de morts que de vivants. C'est une formule un peu connue. Elle est en particulier faite de grands morts. Et la culture, au fond, c'est le culte des grands morts. Et d'ailleurs, quand les vivants ou les survivants n'ont plus ces grands morts en mémoire, ils n'ont plus rien pour les faire grandir et ils sont un peu déprimés. Ils sont un peu rapetissés, ils sont un peu désarmés. Et c'est une chose que Edmond, je crois, a pratiquée spontanément. Elle aimait les grands morts. Mais quand je dis les grands morts, ce n'est pas les gens décorés, ce n'est pas les gens élus, ce n'est pas les gens qui ont des statues. Quand elle s'occupe d'Isabelle Eberhardt, elle s'occupe d'une inconnue pratiquement. C'est une grande morte qu'elle fait revivre. Et quand elle s'occupe de Petkoff, elle s'occupe d'un monsieur dont le nom n'est pas connu, qui était même un peu suspect. La DST pensait que c'était un agent dormant de l'Union soviétique. Fils naturel de Gorky, élevé sur les genoux de Lénine. En fait, c'était un grand gaulliste. C'est un Russe qui s'est engagé comme Edmond dans la Légion étrangère. Je vous rappelle qu'Edmond, c'est à la fois la directrice de Vogue et la caporale de la Légion étrangère. Même une réunion assez rare. Et c'est cette réunion qu'il est bon de célébrer. Mais Petkoff a été un grand ambassadeur de la France libre. Il a perdu un bras dans la guerre et il a été ambassadeur de France. Et cet homme, comme Olivier le sait, a occupé les dernières années d'Edmond. Et c'est vrai, que feraient les vivants si ces morts-là n'étaient pas présents? Et là-dessus, j'aimerais tout de même remercier Charles Sylvestre et l'Humanité de les faire revivre, à commencer par faire revivre Jaurès. Alors, tu as parlé, Charles,
du paradoxe. Oui, c'est vrai. La vente de l'UMA n'est pas à son meilleur rue des Saints-Pères. C'est pas un secret que j'énonce là. Mais c'est vrai que le 7e arrondissement n'est pas précisément un lieu où l'humanité circule, n'est-ce pas? On est plutôt côté Figaro. Et le paradoxe, donc, c'est que cette petite fille de grand armateur, fille d'un grand ambassadeur, sœur d'un abbé on ne peut plus traditionnaliste, ait été FTP à 20 ans et les pieds dans la gadoue, puisque tu employais le mot, à 80. C'est-à-dire, au fond, elle était faite pour Venise et elle a épousé Naples. Hein. Je te j'embraye sur ce que tu as dit et qui me semble très juste, car son milieu était cette aristocratie, cet entre-soi où elle aurait pu rester confinée. Et pourtant, elle nous a montré qu'on peut échapper à sa généalogie, qu'on peut échapper à son milieu, c'est-à-dire au fond que les sociologues n'ont pas le dernier mot. On peut dire merde à la sociologie. Et c'est ça, je crois, la bonne nouvelle que nous apporte Edmond. C'est qu'au fond, il y a des courts-circuits, il y a des chassés-croisés, il y a de l'imprévu, c'est-à-dire il y a du caractère. Il y a des gens qui ont du caractère. Voilà. Bon. Et le caractère est indépendant de l'origine sociale. C'est vrai que Edmond était une femme de gauche. Alors qu'est-ce que c'est que la gauche? Vous allez me dire, vaste sujet. Moi, je dirais que les gens de gauche sont des gens pour qui le monde ne finit pas au bout de leur propriété, pour qui il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire, ce sont des gens pour qui le moi-je est important, mais derrière le moi-je, il y a le nous. Le nous. Et Edmond a choisi, sans renoncer à son moi-je, qui en a fait un écrivain, elle a choisi d'accompagner un nous plébéien, combattant, et je dirais un nous qui dépassait les frontières de son pays, puisque c'était un nous d'Europe centrale, c'était un nous méditerranéen, c'était un nous latino-américain, c'était un nous qui pouvait être chez soi aussi bien à Alger qu'à Istanbul. C'était donc, comme tous les vrais patriotes, c'était une cosmopolite, comme le sont les vrais patriotes, bien sûr. Alors, moi je dirais que, puisque tout a été dit, et fort bien par nos amis, je dirais que les vraies commémorations, elles sont tournées vers l'avenir, et j'espère, et nous attendons qu'il y ait des nouvelles Edmond, des nouvelles Isabelle Eberhard, et nous attendons qu'il y ait une humanité toujours présente, je parle y compris du journal, une humanité toujours présente, fidèle à ses grands morts et donc pleine d'avenir. Je vous remercie. Alors merci Régis, mais d'ailleurs ça nous ouvre une piste. Je vais vous dire franchement, rien à cacher. J'ai pensé, je ne suis pas le seul, que ce n'était pas possible de rendre hommage à Edmond de Charleroux sans se faire l'écho de ce qui a été un souci constant chez elle, mais absolument constant, permanent, pendant pratique. Je l'avais très souvent au téléphone, bon, c'était dans la vie des amis de l'humanité, je n'étais pas le seul, Ernest aussi, et quand même toujours, comment va l'humain? Charles, comment va l'humain? Ernest, comment va l'humain? Voilà. Et donc, je pense que faire écho, rendre hommage à Edmond de Charleroux, je crois, c'est d'essayer de se faire l'écho de ce souci, mais pas ce souci d'il y a 1 an ou 10 ans,
ce souci d'aujourd'hui. Bon, Patrick Appelmuller est avec nous, on le remercie infiniment. Patrick, comment peut-on parler d'Edmond ou à Edmond en essayant de dire 2 ou 3 choses simples un petit peu sur où en est ce journal dont le sort l'a tant préoccupé. Patrick Léharic, si tu permets. Brièvement, bien sûr, vous l'avez compris. Hein? Oui, merci. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Beaucoup de choses ont été dites, et très bien dites. Et on a, au terme de tous ces témoignages, un portrait assez complet des talents, de la personnalité, des activités de Edmond. Régis vient de parler tout à l'heure des paradoxes, et effectivement, il y avait un grand paradoxe, en plus de la multitude de ceux que tu viens de citer, Régis, c'est que il était toujours curieux, c'était souvent le samedi matin, au moins 1 fois par an, si ce n'était pas 2 fois par an, de voir la présidente du prix Goncourt présider l'Assemblée générale de l'Association des Amis de l'Humanité. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, je m'interroge toujours sur ce paradoxe. Et je crois que, en plus de tout ce qu'on a dit qu'elle était, évidemment la journaliste, avec un parcours extrêmement complet de Vogue, de Elle, de la Provence, l'écrivaine avec prix Goncourt, les conférences qu'elle donnait, la femme de culture. Je crois que c'était une personne, une femme, capable de faire des amalgames, mais des amalgames positifs, pas des amalgames qui nous ramènent vers le bas. C'était, je crois, ce qui l'amenait à être avec nous. Ce que dit Charles est vrai. Il y avait régulièrement ce petit mot tapé, non pas aux ordinateurs que nous connaissons, mais ce petit mot tapé à la machine qu'on recevait le matin au courrier, alors qu'il y a le téléphone, il y a même des réseaux sociaux aujourd'hui, donc ça nous paraît tout bizarre, mais il y avait ce mot régulièrement, je serai de telle date à telle date au festival d'Aix-en-Provence, mais tu peux m'appeler. Je serai à Marseille de telle date, mais tu peux m'appeler. Je dois lire tout l'été une série de livres parce que nous préparons la sélection du Goncourt, mais tu peux m'appeler. Et à chaque fois que nous avions besoin d'aide, à chaque fois que nous avons eu besoin parfois d'ouvrir la porte d'une administration, d'un ministre, d'un président de la République, elle demandait, je vais l'appeler. Ce qu'elle faisait. Et en permanence, elle a été avec nous. Et ce n'était jamais fin, c'était... parfois, vous savez, à l'Association des Amis de l'Humanité, il y a des discussions, des débats qui, selon moi, ce n'est pas l'opinion de tout le monde, mais dérapaient, parlaient d'autre chose que de l'humanité. Et elle était là, stoïque, un peu complice, et jamais elle ne faisait aucune remarque. Et quand on discutait en privé, nous avions au moins 1 fois par an un repas commun. Et là, j'étais toujours étonné. Je dis, comment peut-elle tant s'intéresser aux contes de l'humanité? Parce que les contes, moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. Je ne le fais que par fonction. Je vois ici des amis qui ont été maires de leur ville. Ça ne nous a pas toujours bien plu, les comptes, surtout que nos comptes, on doit toujours les réduire parce que des comptables viennent nous donner des ordres. Des comptables, il y a les bons comptables, ceux avec qui nous travaillons, mais il y a les comptables officiels qui, eux, disent toujours, ils ont toujours le même discours. Mais elle, en permanence, elle s'intéressait à nos comptes. Et elle allait à l'Assemblée générale avec ça. Et ce qui était toujours très étonnant, c'est son économie des mots, la justesse des mots, l'économie des mots. Et le fait, tu le dis fort justement, le fait qu'elle soit parmi nous à la fête de l'humanité jusqu'à des heures souvent indues,
il n'y a pas toujours la gadoue, comme vous l'avez dit, je dément ça très formellement, mais parfois le soir, en septembre, il fait froid, et dans un peu cette froideur-là, elle était avec nous, elle intervenait, elle disait, c'était tout ça, et donc les équipes de l'Humanité, et moi personnellement, la Société des Amis évidemment, nous ne pouvons que la remercier du fond du cœur pour tout ce qu'elle a fait, la manière dont elle nous a accompagnés, toujours en nous respectant, sans jamais faire une seule remarque sur aucun article, jamais. On a eu des discussions, des débats, mais je crois que profondément, elle croyait à ce que nous disions de l'Humanité, c'est-à-dire que précisément nous voulons en faire en quelque sorte un rôle d'amalgame positif au sens jaurétien de fédération de l'ensemble de celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs, dans les idéaux de la gauche. Et pour terminer, je ne peux pas résister à un petit texte, un petit mot que j'ai retrouvé d'elle, qu'elle a prononcé une fois dans une réunion que nous avons eue. Je vous le lis. Et c'est un mot très actuel au moment où, à nouveau, nous devons nous battre dans des conditions très difficiles, pas seulement pour assurer la survie de l'humanité, ça, il faut que nous le fassions, parce que malheureusement, les comptes et les comptables qui sont dans des bureaux gouvernementaux s'occupent de nous, malheureusement. J'ai eu l'occasion de l'écrire il y a 8 jours dans l'Humanité. Je n'ai pas dit la totalité de la réalité parce que nous sommes engagés dans une bataille qui nous oblige à de la diplomatie, du doigté et de la tactique. Mais ces choses, cette alerte que nous avons faite, elle est très sérieuse car il nous faut absolument conserver l'humanité pour ce qu'elle est aujourd'hui, ne pas la perdre et ne pas perdre son indépendance. Et c'est pour ça que ce petit texte que j'ai retrouvé tard hier soir est plus actuel que jamais. Je vous le lis et j'aurai terminé avec cela. Voici ce que disait Edmond. Dans le climat inquiétant qui est celui de ce pays aujourd'hui, la disparition de l'humanité serait un grand malheur. Il y a déjà assez de sombres nouvelles sans que l'on en rajoute. Au moment où des usines ferment, semant le désespoir dans le monde ouvrier, où des affaires financières jettent le doute sur l'honorabilité des dirigeants du pays, où l'on nous promet des règlements de comptes politiques plutôt que des confrontations démocratiques, moi qui suis attaché depuis mon entrée dans la résistance à la gauche, je tiens à ce que le journal de Jean Jaurès soit présent chaque jour et prenne toute sa place dans la presse d'opinion. La liberté de la presse a un prix. On ne peut se contenter d'une information sans relief et sans âme. Merci Edmond.